Elon Musk est un entrepreneur, un chef d'entreprise et ingénieur d'origine sud-africaine. Il est le créateur de nombreuses entreprises telles que Tesla, PayPal ainsi que SpaceX. Nous allons nous intéresser à cette dernière entreprise, SpaceX. SpaceX est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'aéronautique et du vol spatial. Elle a pour objectif le voyage interplanétaire tout en réduisant les coûts du transport spatial. Elle veut également rendre les fusées réutilisables tout en améliorant la fiabilité à l'espace. L'entreprise emploie plus de 7000 personnes en Californie. Elle conçoit, construit et utilise des lanceurs Falcon 9, des moteurs Merlin et des cargos Dragon. Au niveau du voyage interplanétaire, elle a pour projet de coloniser Mars. Lors d'une interview en 2011, Elon Musk a énoncé son projet d'envoyer des humains à la surface de la planète rouge. En juin 2013, Elon Musk évoque pour la première fois un transporteur colonial martien. Les humains seront transportés à l'aide de capsules qui fera des allers-retours entre la Terre et Mars. Bien entendu, le domaine de l'exploration spatiale a un prix. Il est très coûteux. Par exemple, un tir de fusée de Falcon Heavy a coûté à SpaceX 90 millions de dollars. C'est pour cela qu'il faut maximiser les chances de réussite du vol, car un satellite coûte très cher et peut très vite faire perdre de l'argent. Pour éviter que les propulseurs et le premier étage se pulvérisent dans l'espace, ils ont alors décidé de les faire atterrir sur une base de lancement, afin de pouvoir les réutiliser pour faire d'autres vols. De cette manière, nous pouvons nous demander comment SpaceX a-t-il fait pour faire atterrir ses propulseurs sur Terre. Revenons aux origines de cette fusée. Cette fusée peut permettre à l'entreprise SpaceX de décrocher des contrats à plusieurs millions de dollars pour la mise en orbite de certains satellites très lourds. La fusée Falcon Heavy a mis en orbite la voiture personnelle de l'entrepreneur Elon Musk, le chef de l'entreprise SpaceX. Cette voiture étant la Tesla Roadster, un véhicule bien entendu de l'entreprise Tesla. La voiture nous offre des images spectaculaires du véhicule et de Starman, son conducteur factice, avec une vue imprenable sur la planète Terre. En plus de son ingénieux coup marketing qui vise à faire de la pub pour Tesla, la voiture fut envoyée suite au risque d'échec du vol, testé auparavant par d'autres essais. Effectivement, la société SpaceX n'a pas que des réussites à son actif. Le 30 septembre 2013, lors du 6e lancement de la Falcon 9, le premier atterrissage du propulseur prévu sur une barge dans l'océan échoue. En avril 2015, lors du lancement du cargo CRS-6, une mission de service de réapprovisionnement commercial à la Station spatiale internationale, le retour du premier étage est presque réussi, mais la fusée bascule une fois arrivée sur la barge et explose. De tels échecs, il en existe plusieurs, mais SpaceX continue malgré tout à persister sur l'atterrissage des propulseurs appelés boosters dans les mois et années qui suivent. Et un jour, l'exploit se produit. Le 8 avril 2016, c'est le premier succès d'un retour du premier étage de la Falcon 9 sur une barge en pleine mer. Suite à cette prouesse technologique, la société SpaceX décida donc d'envoyer dans l'espace une voiture au lieu d'un satellite. En effet, le but principal de la fusée fut de tester une nouvelle fois l'atterrissage des deux propulseurs d'appoint sur une base d'atterrissage proche de la base de lancement, puis quelques minutes plus tard, la récupération du premier étage sur une barge de récupération située dans l'Atlantique. Le lancement ainsi que l'atterrissage des propulseurs se déroulent le 6 février 2018. Le lancement fut un total succès, ou presque. Le retour du premier étage étant raté suite à une défaillance du système de propulsion, 2 des 3 moteurs fusée qui devaient fonctionner une dernière fois avant l'atterrissage pour diminuer complètement la vitesse n'avaient pas assez de carburant pour se rallumer. Avant d'entrer dans des parties techniques, nous allons donner quelques caractéristiques en chiffres. Le lanceur Falcon Heavy mesure 70 mètres de hauteur et 12 mètres de large. Sa masse totale au lancement est de 1421 tonnes. Sa poussée au décollage est de 22 800 kN, ce qui est l'équivalent de 20 décollages de Boeing 745, des avions hautement puissants. Sa poussée dans le vide est de 24 680 kN, ce qui est un peu plus supérieur à celle au décollage. La fusée est capable de mettre 63 800 kg en orbite terrestre basse et 26 700 kg en orbite géosynchrone, soit par exemple un satellite dont la rotation autour de la Terre est égale à la rotation de la Terre elle-même. La fusée peut aussi envoyer 16 800 kg en destination de Mars. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, sont les 2 propulseurs d'appoint et le premier étage qui viendront se poser sur Terre une fois leur vol effectué. Le lanceur Falcon Heavy est donc constitué de 2 propulseurs d'appoint constitués du premier étage de la Falcon 9. La deuxième partie de la fusée est la même que celle de la Falcon 9. La Falcon Heavy a été conçue de façon à récupérer le premier étage ainsi que les 2 propulseurs d'appoint. La structure du premier étage a une poussée renforcée. Des systèmes d'attache pour solidariser les 2 propulseurs d'appoint ont été ajoutés au niveau du segment arrière et à l'avant de l'étage.
Les moteurs du lanceur sont évidemment sollicités lors du décollage, mais pour pouvoir atterrir, il les utilise pour pouvoir freiner lors de la rentrée atmosphérique. Ces moteurs sont bien évidemment propulsés par une énergie, et cette énergie est appelée ergol. Un ergol est une substance homogène utilisée seule ou en association avec d'autres substances. Dans notre cas, le premier étage emporte alors 123,57 tonnes de RP1. RP1 est une forme de kérosène utilisée comme carburant liquide stockable pour les lanceurs spatiaux. Le lanceur emporte également 287,43 tonnes de LOX. LOX est un acronyme utilisé dans l'industrie afin de désigner l'oxygène liquide. Le second étage emporte 107,5 tonnes d'ergol, dont 75,2 tonnes d'oxygène liquide et 32,3 tonnes de kérosène. Les propulseurs d'appoint emportent 411 tonnes d'ergol, dont 274,4 tonnes d'oxygène liquide et 123,6 tonnes de kérosène. Ces deux ergols liquides sont mis en association et permettent la propulsion de la fusée. Environ 50 tonnes ne seront pas brûlées lors de l'ascension, ils seront conservés lors de la descente pour l'atterrissage. Voyons à présent les différentes parties de la fusée. La fusée est composée de 27 moteurs Merlin, alimentant chacun les 3 noyaux. Elle est constituée de différentes parties. Il y a tout d'abord le carénage ou la coiffe, qui est une structure qui a pour rôle la protection de satellites lors de leur acheminement en orbite terrestre. Elle permet d'éviter les frottements subis par la vitesse lors du décollage jusqu'à la sortie de l'atmosphère. La charge utile, payload en anglais, est la charge emportée par la fusée. Les ailerons grilles, green fins en anglais, sont équipés au premier étage et sur les boosters secondaires. Ils permettent de changer la direction de l'étage ou des boosters lors de leur descente pour l'atterrissage. La structure de la Falcon Heavy est composée des réservoirs des 3 noyaux du premier étage et du deuxième. Ils sont fabriqués à partir d'un alliage en aluminium-lithium qui permet une meilleure résistance et une réduction de la masse de la fusée. Les boosters centraux et latéraux portent des jambes d'atterrissage qui permettront à chaque noyau d'atterrir en toute sécurité sur la Terre après leur décollage. L'Octaweb est une structure positionnée autour des 9 moteurs Merlin qui permet de protéger ces moteurs. Cette structure entoure les moteurs et simplifie leur assemblage. À présent, nous allons voir la trajectoire de la fusée au décollage, puis des propulseurs d'appoint et du premier étage lors de l'atterrissage. Le décollage du lanceur se situe au Kennedy Space Center, au Cap Canaveral, en Floride, où a eu lieu de célèbres décollages tels que la mission Apollo 11, qui avait pour but de faire décoller la gigantesque fusée Saturn V afin de permettre aux astronautes américains de se poser sur la Lune. Le décollage de la Falcon Heavy s'est déroulé à 21h45 heure française, avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus sur place et des millions d'internautes qui ont suivi le live de SpaceX. Environ 1 minute après le lancement de la fusée, la première étape est de subir le point où la pression est le plus importante. C'est ce que l'on appelle le max Q. C'est durant cette étape que la fusée a le plus de chances d'exploser à cause de la pression. 2 minutes 30 après le lancement, les moteurs secondaires s'éteignent. Lorsque la poussée sera descendue au minimum, les propulseurs d'appoint, aussi appelés boosters, se séparent de l'étage principal. L'étage dispose de son propre système de contrôle d'attitude utilisant des propulseurs à gaz froid qui sont utilisés lors du détachement des étages pour orienter la fusée. Les grid fins, 4 volets formés d'une grille, sont rattachés à la partie supérieure de l'étage, sont également utilisés et contribuent à stabiliser et diriger le vol lors de son retour sur Terre. Ils sont orientés chacun de manière indépendante selon plusieurs degrés de liberté par des commandes définies par le système de guidage de l'étage. Nous reviendrons un peu plus tard en détail sur comment ils sont contrôlés. Suite à ça, les propulseurs d'appoint se réorientent en direction du pas de tir grâce à des micro-propulseurs afin de se poser. C'est ce que l'on appelle le boost back burn. Afin de réduire la vitesse lors de la réentrée dans l'atmosphère sans problème, c'est le rallumage des moteurs, soit le entry burn. Il faut suffisamment la réduire car les boosters ne disposent pas de bouclier thermique. Les boucliers permettent en général de dissiper la chaleur générée par le frottement. Les moteurs s'éteignent jusqu'à la dernière étape où ils se rallument une 3e fois pendant l'atterrissage. Les trains d'atterrissage possèdent chacun une masse de 2100 kg qui comporte 4 pieds fixés à la base. Les pieds sont repliés le long du corps. Ils sont déployés 10 secondes avant l'atterrissage grâce à un système pneumatique utilisant de l'hélium sous pression. Pendant ce temps, le premier étage de la fusée va poursuivre sa trajectoire. Le moteur principal s'éteint et le corps se sépare de la charge. C'est exactement les mêmes étapes que pour les propulseurs d'appoint, sauf que cette fois ça va beaucoup plus vite car on est beaucoup plus haut. Il s'utilise donc du carburant en grande quantité pour ralentir sa rentrée atmosphérique. Une fois cette séparation effectuée, c'est au tour de la coiffe de se séparer car étant donné qu'il n'y a plus de friction, pas de frottement dans l'espace, elle est inutile et rajoute de la masse.
La dernière étape consiste à allumer les moteurs pour envoyer la charge utile. Cette charge utile se détache ensuite des moteurs. Elle est constituée, comme vu auparavant, d'une voiture Tesla et son mannequin à son bord. Elle se dirige pour se mettre sur l'orbite héliocentrique de Mars. L'atterrissage des boosters secondaires ont été une grande réussite. Cela dit, l'opération ne s'est pas terminée parfaitement car le premier étage n'a pas atterri comme prévu sur la barge flottante en Atlantique. Afin de propulser la fusée, les moteurs sont alimentés par de l'ergol liquide, une substance qui permet de fournir de l'énergie. Elle est utilisée par un grand nombre de lanceurs. L'énergie chimique contenue dans les ergols est libérée lors de la propulsion et de l'atterrissage, soit par réaction exothermique d'un comburant et d'un combustible ou par sa décomposition. Une réaction exothermique est un processus qui crée de la chaleur. Les principaux composants du moteur sont regroupés au système et ont pour but d'aménager les énergies à ergol liquide vers la pression qui est demandée. La chambre de combustion crée l'énergie attendue. Elle brûle les ergols et produit des gaz tels que le RP1 qui seront éjectés par la tuyère. Elle peut atteindre une certaine pression en bar. Le RP1 est une variante, on le rappelle, du kérosène. Les tuyères possèdent un revêtement très résistant qui permet d'assurer l'antidégradation du composant. Les moteurs Merlin 1D+, sont répartis par nombre de 9 dans chaque propulseur de la fusée. Cela constitue un ensemble de 27 moteurs. Ils sont composés de 2 éléments essentiels. Il y a tout d'abord la chambre de combustion, qui brûle les substances chimiques venant du système d'alimentation. Cela permet de mélanger les substances qui seront emmenées vers la tuyère. Cette dernière est un long tuyau placé à l'arrière du moteur et qui produit des gaz de combustion chauds. Elle accélère ces gaz qui ont pour but de transformer l'énergie thermique en énergie cinétique, rapport entre la vitesse d'un objet et sa masse. Cette énergie est liée à la poussée. Le principe de réaction de la fusée est le suivant. L'énergie des ergols agit en éjectant à une grande vitesse la masse des gaz produits par la réaction chimique à l'opposé de la direction du déplacement souhaité. C'est-à-dire que la pression des gaz est principalement exercée sur l'avant du moteur, sur la paroi. Les gaz jaillissent de la tuyère tout en maintenant leur pression sur le fond de la chambre, d'où une pression plus grande sur la face avant que sur la face arrière. On aurait donc tort de croire qu'une fusée se propulse contre quelque chose d'externe puisque la réalité nous démontre le contraire. Le corps est alors projeté en avant sous l'influence de la force résultante de cette différence de pression. Cette manipulation permet de conserver une pression équilibrée et la propulsion du moteur 1D+. La loi de Newton entre en jeu dès que la fusée est allumée. L'action consistant dans l'échappement des gaz, quant à la réaction équivalente et de sens opposé. Elle correspond au recul comme pour les armes à feu. Pour illustrer nos propos, on a essayé de faire une petite expérience en rapport avec le principe de l'action-réaction. Nous avons alors pris une boîte de Doliprane de forme cylindrique et on l'a habillée d'un papier aluminium, puis on y a attaché 4 ailerons pour conserver l'aspect d'une fusée. Lors de l'expérience, nous sommes allés dehors et on a rempli le cylindre d'eau à la moitié de son volume, puis nous y avons plongé un cachet effervescent de Doliprane. Enfin, on a rebouché le cylindre avec le capuchon et agité le composant pour le poser sur une surface plane. Après quelques secondes, une réaction apparaît. Le cylindre s'envole à environ 10 mètres dans l'air. Cette réaction est due à la dissolution d'un solide effervescent dans l'eau. L'action consiste à la réaction chimique de l'effervescence. Quant à la réaction, elle correspond à la propulsion de la fusée. La propulsion d'une fusée utilise la conversion de la quantité de mouvement du système. Fusée plus gaz est égal à P est égal à masse fois vitesse. Imaginons qu'un homme soit dans un bateau chargé de briques. S'il décide de prendre une brique et de la jeter par-dessus bord vers l'arrière, alors le bateau avancera de l'avant. Cet exemple illustre bien la quantité de mouvement parce que l'avancée du bateau dépend de la masse de la pierre et de sa vitesse lors de son lancer. Lors du décollage, la fusée dégage des gaz vers le bas, ce qui permet son soulèvement, car la quantité de mouvement va permettre à la fusée de se propulser vers le haut dans la direction opposée de la sortie des gaz. Ce phénomène est également appelé action-réaction. Voici la formule concernant la quantité de mouvement. Sa poussée est modulable de 40 à 100%, ce qui permet d'atteindre une vitesse plus ou moins précise pour les besoins scientifiques. Le rapport poids et puissance est particulièrement performant. En effet, les derniers moteurs Merlin 1D+, ont une poussée de 24 684 Newton et une masse de 470 kg, ce qui est vraiment avantageux par rapport aux anciens moteurs qui avaient une masse plus importante et une poussée moins élevée.
Pour résumer, les moteurs Falcon Heavy fonctionnent grâce à deux ergols qui brûlent dans une chambre de combustion. Ces ergols sont ensuite accélérés par une tuyère et ils sont enfin éjectés à une grande vitesse avec la tuyère. Pendant son vol et dans notre cas son retour, le lanceur doit bien évidemment être dirigé. Il doit être orienté vers la bonne direction afin de suivre son plan de vol ou atterrir afin d'être réutilisé. Il faut prendre en compte les accélérations, les mouvements et les inclinaisons de lanceur avant de vouloir le faire pivoter. Pour cela, le lanceur dispose d'éléments essentiels. Premièrement, il est équipé de gyroscope. Cet élément permet de connaître l'orientation du lanceur. Pour cela, il conserve leur axe de départ, c'est-à-dire la verticale avant le décollage. Cela est mis en œuvre par des rotations et va permettre de mesurer l'angle entre les gyroscopes et le lanceur ainsi connaître donc son orientation. Le lanceur contient également des accéléromètres qui permettent de mesurer les forces qu'il subit. Il détient des senseurs stellaires, soit des caméras directement reliées à l'ordinateur de bord qui reconnaît quelle étoile et quelle planète le senseur filme, ce qui permet de déduire son orientation et sa position relative. Si le lanceur est en dessous des orbites de satellites GPS, il est équipé de relais GPS. Enfin, le lanceur dispose d'émetteurs et récepteurs radio afin d'utiliser la triangulation des stations au sol qui les captent, soit la division en triangles de ces stations afin de mesurer quelle distance les sépare et ainsi connaître la localisation de la fusée. Une fois que nous connaissons tous ces facteurs tels que les accélérations, les mouvements et les inclinaisons, nous pouvons alors faire pivoter le lanceur dans la direction que l'on veut en utilisant ses moteurs. Ces moteurs Merlin 1D+, sont, comme vu auparavant, conçus de manière à ce qu'ils puissent s'orienter dans certaines directions de plusieurs degrés. Cela permet de diriger le vecteur de poussée du moteur en dirigeant les jets de gaz de la tuyère. Cette poussée va permettre de créer un mouvement de rotation autour du centre de gravité du lanceur et ainsi permettre de l'orienter vers la direction voulue. Par exemple, si cette poussée est orientée vers la gauche, le lanceur s'orientera vers la gauche et inversement. Il y a 3 axes de rotation sur un lanceur qui sont les mêmes que ceux d'un avion. Nous pouvons les voir sur cette image. Ces 3 axes utilisés afin de conserver l'orientation du lanceur sont les suivants. Le tangage, un mouvement de rotation autour de son axe transversal d'un objet en mouvement. Le lacet, un mouvement de rotation horizontale du lanceur autour d'un axe vertical. Et le roulis, un mouvement de rotation du lanceur autour de son axe longitudinal. Dans le cas de notre lanceur, ces moteurs Merlin 1D+, sont équipés de bras hydrauliques qui utilisent une partie du carburant RP1 de la fusée qui leur permettent de pivoter légèrement. Le moteur central est également légèrement plus bas que les 8 autres autour. Il est utilisé à l'atterrissage, comme vu auparavant sur la partie de la trajectoire. Il a donc une capacité de balancement supérieure afin d'orienter plus efficacement la Falcon Heavy, mais également les propulseurs lors de leur descente. Les moteurs ne sont pas les seuls moyens de diriger le lanceur ou les propulseurs. D'autres systèmes entrent en jeu, dont le plus connu sont les Reaction Control System ou RCS. Ce sont des petits moteurs simples utilisables uniquement dans l'espace qui projettent un gaz sous pression. On peut aussi appeler ça des micropropulseurs. L'éjection à grande vitesse de ces gaz est basée sur le même principe que sur les moteurs du lanceur, sauf que sa poussée, située loin du centre de gravité et axée sur les 3 axes décrits auparavant, va créer un moment de rotation afin de les faire pivoter. Néanmoins, ce système ne fonctionne que donc dans l'espace. Pour annuler une rotation, il faut rallumer dans la direction opposée étant donné que sans frottement de l'air, le mouvement sera permanent. C'est également grâce à ces micropropulseurs que la fusée peut pivoter dans l'espace lors du boost backburn qui permet, on le rappelle, de se réorienter en direction du pas de tir afin d'atterrir. La Falcon Heavy possède des green fins disposés par 4 sur son premier étage et ses propulseurs d'appoint. Ils sont utilisés lors de sa rentrée atmosphérique. Les green fins sont des surfaces de contrôle aérodynamique que l'on peut assimiler à des ailerons classiques d'avion. Cependant, ils sont creusés et forment des croisillons afin de les rendre plus légers et plus résistants car ils causent moins de traînées aérodynamiques. Lors du lancement, ils sont repliés puis dépliés lorsque les propulseurs ont besoin d'être dirigés pour atterrir. Ils peuvent chacun pivoter seulement sur leur axe de roulis et donc agir sur le tangage, le lacet et le roulis du propulseur dirigé. Ils sont tous déployés au début de la rentrée atmosphérique, soit après le boost backburn. Ils peuvent faire pivoter dans chaque direction les propulseurs et le premier étage du lanceur de 20 degrés. Pour démontrer l'efficacité des grid fins, nous avons réalisé une seconde expérience. Cette expérience consiste à fabriquer notre propre propulseur d'appoint en carton redimensionné et d'y poser des grid fins fabriqués au préalable. Pour fabriquer ces grid fins, nous les avons fait proportionnels à la fusée pour que l'exemple donné soit réaliste. Au lieu de faire des croisillons sur les grid fins, nous avons préféré faire des lignes, car les croisillons étaient plus difficiles à réaliser.
Nous avons donc solidement posé ces grid fins de façon à ce qu'ils soient droits sur notre fusée, puis nous avons fait en sorte d'imiter une rentrée atmosphérique. Pour cela, nous avons calculé le centre de gravité de notre fusée, puis attaché un fil relié à un bâton. Nous sommes montés sur un vélo, tenu ce bâton en mettant la fusée droite et avons fait en sorte de prendre un maximum de vitesse pour simuler cette rentrée atmosphérique. Nous pouvons observer que la fusée reste bien droite malgré qu'elle penche vers l'avant. Notre expérience prouve alors l'efficacité de ces grid fins. C'est exactement le même fonctionnement qui est réalisé lors de la rentrée atmosphérique des propulseurs d'appoint et du premier étage. Les grid fins font que la fusée ne bascule pas ou aille dans tous les sens. Dans notre cas, les grid fins ne pouvaient pas pivoter car ils étaient solidement fixés sur notre fusée, mais sur la Falcon Heavy, ils le peuvent. C'est donc comme ça qu'ils parviennent à diriger les propulseurs d'appoint et le premier étage où bon leur semble et à stabiliser la Falcon Heavy efficacement. Les grid fins sont contrôlés par un fluide contenu dans un circuit où ce fluide ne revient pas dans les réservoirs grâce à une pompe. Cela signifie qu'en cas de totale dépense de ce fluide, les grid fins ne bougent plus. Cet incident s'est déjà produit et a causé un crash lors des essais d'atterrissage. Voilà pour la partie de la direction des propulseurs d'appoint et du premier étage. Maintenant, voyons l'aspect rentable de ce lanceur. La Falcon Heavy est donc la fusée la plus lourde de l'histoire après Saturn V, qui avait permis pour la toute première fois d'envoyer des hommes sur la Lune. En plus d'être la plus puissante fusée, elle dispose de propulseurs d'appoint et d'un premier étage qui peuvent revenir se poser à la base de lancement et sur une barge en Atlantique. Elle va permettre à la société SpaceX de rentabiliser les lancements des fusées en diminuant donc le coût de l'accès à l'espace, puisqu'il n'y a pas besoin de fabriquer de nouveaux propulseurs, ils n'auront que besoin de les réparer, les repeindre pour les remettre en service. Grâce à la réutilisation, SpaceX se permet de multiplier les tirs de fusée, car il n'y a pas besoin de fabriquer de nouveaux propulseurs. SpaceX a donc réalisé un vrai coup marketing. Cette fusée va permettre à l'entreprise de décrocher des contrats pour d'autres entreprises privées ou nationales comme la NASA. Pour exemple, SpaceX a mis en orbite des satellites et a lancé des fusées afin de ravitailler la Station spatiale internationale, l'ISS. La réutilisation est donc un atout financier majeur pour SpaceX, pour les autres entreprises qui souhaiteraient bénéficier de ce lanceur, mais aussi pour la conquête spatiale. Effectivement, si l'on oublie l'aspect marketing et qu'on se consacre à une plus grande échelle, on peut facilement se tourner vers la planète Mars. Quand on connaît l'objectif que s'est fixé Elon Musk pour son entreprise SpaceX, on peut très vite imaginer que la réutilisation des propulseurs d'appoint et du premier étage pourrait être un atout sérieux pour la conquête spatiale. Le grand défi que s'est lancé Elon Musk avec son entreprise est d'établir une colonie sur Mars de plusieurs milliers de personnes en moins d'une génération. Son projet est d'établir une base qui s'agrandira au fur et à mesure des années, voire des décennies plus tard. Pour arriver à destination, l'entreprise a déjà préparé le terrain. Une gigantesque fusée du nom de Big Falcon Rocket, destinée au voyage interplanétaire et principalement à la planète Mars, va entrer dans des phases de test d'ici cette année, 2019. Elle reprend le concept de la fusée réutilisable Falcon 9 et Falcon Heavy, ainsi que de sa capsule Dragon, qui sert à transporter des passagers, mais à une toute autre échelle. L'objectif de cette fusée serait de pouvoir entreprendre un aller vers la planète rouge, puis un retour vers la Terre. C'est là qu'entre en jeu le système d'atterrissage de fusée. Pour se poser sur Mars, déposer les passagers et pouvoir repartir vers la Terre, la fusée a besoin d'atterrir sur la surface. Impossible d'utiliser des parachutes ou autres moyens entrepris pour déposer des rovers à la surface quand il s'agit de passagers. La réutilisation est donc la solution pour pouvoir se poser, repartir tranquillement sur Terre et prendre potentiellement de nouveaux passagers afin d'établir une colonie. Niveau calendrier, SpaceX prévoit d'embarquer un équipage d'ici 2024. L'entreprise est très optimiste, mais a de quoi nous faire douter suite à la promesse qu'elle avait réalisée de faire des lanceurs une réutilisation. Alors qu'il était facile de rire de SpaceX il y a des années, aujourd'hui l'entreprise est grandement prise au sérieux. Mais justement, jusqu'où l'entreprise peut-elle être prise au sérieux ? Elon Musk réussira-t-il son pari de conquérir Mars ? L'atterrissage de propulseurs va-t-il permettre une avancée technologique qui révolutionnera notre ère ? Is there